Bonjour chers étudiants, bienvenue encore une fois sur cette chronologie d'enregistrement des chapitres sur la thématique du comportement du consommateur. Avant on avait parlé de deux chapitres jusqu'à maintenant. Le premier portait sur le modèle élémentaire du comportement du consommateur et le deuxième il portait sur les facteurs influençant le comportement. Et on avait déjà discuté ces deux comportements, ces deux plutôt chapitres, et on avait dit que ce sont des chapitres normalement qui préparent le troisième, à savoir le processus de prise de décision du consommateur. Dans ce chapitre-là, on va être consacré à l'analyse et la discussion du processus de prise de décision du consommateur d'une manière rationnelle. Ça veut dire comment un consommateur rationnel va préparer la réponse à un besoin, bien sûr un besoin qui est exprimé et n'est pas toujours latent. Alors ce processus de prise de décision du consommateur, il va suivre un canevas en 5 étapes. La première étape concerne ce qu'on appelle la reconnaissance du problème. Ensuite vient la deuxième étape sur la recherche d'informations. La troisième étape concerne l'évaluation des alternatives qui sont proposées aux consommateurs par rapport à un besoin déterminé. Quatrième chapitre, c'est la décision d'achat, bien sûr c'est la réponse. Et par la suite, nous allons analyser les comportements post-achat ou ce qu'on appelle les conséquences post-achat qui peuvent bien sûr être résumées en des sentiments qui sont exprimés par le consommateur une fois qu'il a procédé à l'achat. Donc nous allons aller petit à petit pour dévoiler chacune des étapes de préparation de la décision d'achat du consommateur qui va normalement accoucher sur ce qu'on appelle l'achat. Alors pour cette première étape de la reconnaissance du problème, comme elle est définie par Filzer, il concerne la reconnaissance du problème effectif par la perception par le consommateur d'un décalage entre un état souhaité et un état ressenti. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vu qu'on a des besoins qui sont latents, à un moment donné, face à une situation donnée qui peut être déclenchée par un stimulus, le consommateur peut passer à un niveau supérieur de son besoin. Ça veut dire que le besoin préalable n'est plus un besoin latent, mais il va s'élever à un niveau où le besoin serait un problème. Ça veut dire que là, nous allons vivre un sentiment avec lequel le consommateur ne peut plus retarder l'achat. Et comme ce processus est nommé rationnel, le consommateur, même s'il a atteint un niveau ou un seuil exprimant son besoin préalable, il va préparer son achat étape par étape. Alors ce décalage, bien sûr, ne conduit à la perception d'un besoin exprimé qu'après un certain seuil. Ça veut dire que le besoin ne peut plus être retardé et la réponse doit venir le plus rapidement possible. Ici, le consommateur va ressentir une situation non satisfaisante, déstabilisante, habituellement appelée un problème de consommation. Donc là, on est passé d'un état de besoin qui est latent, qui n'est pas pressant, à un état où le besoin est exprimé et il va se transformer en ce qu'on appelle un problème de consommation. Donc vous avez ici un schéma qui bien sûr schématise ce qu'on avait dit et il va nous montrer quand est-ce que le besoin devient un problème de consommation. Donc face à deux états, un état désiré, qui est le besoin dans sa situation latente, et un état perçu, face à un stimulus ou un facteur qui va déclencher ce sentiment. Vous avez regardé la veille par exemple une publicité bien créée, un message très éloquent et ça a éveillé en vous le sentiment d'aller vers l'achat du produit ou par exemple vous avez une naissance, le fait que vous ayez un petit bébé, ça va déclencher un certain nombre
besoins en matière d'équipement, par exemple, en matière d'achat de vêtements pour le bébé, en matière d'achat de lait pour le bébé. Donc l'intensité de décalage perçu, c'est-à-dire le sentiment que vous allez éprouver en interne, va faire que donc, vous allez comparer entre deux situations-là aussi. Si cette situation ou ce sentiment elle est inférieur au seuil minimum, ça veut dire que l'achat ici pourrait être ce qu'on appelle reporté ou retardé ou procrastiné, donc ce qu'on appelle la procrastination, le report de l'achat pour donc, une date ultérieure, ou donc, le sentiment est supérieur au seuil minimum, et là vous ne pouvez plus reporter l'achat, et donc vous allez vous inscrire dans un problème de consommation. Ça veut dire que le besoin est identifié, et là donc le processus de prise de décision du consommateur dans donc, sa définition rationnelle va être déclenché d'une manière beaucoup plus sérieuse. Alors, qu'est-ce qui déclenche donc, ce problème de consommation? Donc, on a dit que ce sont des stimulus qui ne peuvent être que des facteurs. Et ici, on peut parler de 3 facteurs d'activation des besoins dans le sens d'aller vers un problème de consommation. Alors, il y a des premiers facteurs qui sont les facteurs d'environnement. Par exemple, la modification de l'environnement du consommateur, soit par un mariage ou une naissance d'un enfant ou un changement d'activité professionnelle, ou une mobilité géographique. Non, je donne l'exemple par rapport à la mobilité géographique. Vous étiez ici à Marrakech, vous aviez un travail ici à Marrakech. Donc quand vous êtes muté sur Casa, bien sûr, donc suite à cette mutation, vous allez avoir un certain nombre de besoins qui vont suivre cette mobilité géographique. Donc vous aurez besoin d'un appartement, d'équipement et ainsi de suite. Ça veut dire que là, ce changement d'environnement va déclencher un certain nombre de problèmes de consommation pour lesquels vous allez faire face. Ensuite, donc, vous avez ce qu'on appelle les facteurs liés au produit lui-même. Donc ça veut dire que le produit qu'on possède est consommé ou devient inutilisable. Par exemple, votre voiture est tombée en panne, donc il va falloir déjà soit acheter des pièces de rechange, soit la réparer. Donc vous allez engager un certain nombre d'achats ou de réponses par rapport à des besoins qui vont émerger suite à cette panne-là. Ou vous avez l'obsolescence, par exemple, d'un produit que vous avez à la maison, sachant qu'aujourd'hui, cette obsolescence, elle est programmée dans certains produits. Donc fini les produits qui durent pour l'éternité. Donc aujourd'hui, la majorité des produits, ils sont programmés, la durée de vie est programmée, et donc des fois vous ne comprenez même pas pourquoi votre produit qui marchait bien la veille tombait en panne aujourd'hui. D'accord? Donc cette obsolescence programmée fait que la durée elle est prédéfinie à l'avance des produits, et donc vous aurez à changer donc, le produit qui est tombé en obsolescence par un autre produit, et donc ceci va déclencher un problème de consommation là aussi. Je cite également l'exemple de produits complémentaires, et là, ce sont des achats qui se déclenchent automatiquement et systématiquement lorsque vous achetez par exemple une imprimante et vous aurez besoin de cartouches pour donc, la faire marcher. Sinon, donc, votre produit ne marchera plus. Donc là, c'est systématiquement un produit entraîne l'achat d'un autre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la politique commerciale du producteur. Et là, on va parler bien sûr des producteurs qui peuvent activer des besoins latents. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif même du marketing, de toutes les actions marketing, qui consiste bien sûr à éveiller, attiser les besoins chez les consommateurs pour les élever à un niveau supérieur, au niveau bien sûr de déclenchement de l'envie d'achat et donc aussi aller vers ce qu'on appelle l'achat impulsif éventuellement à travers des actions publicitaires provocantes, impulsives et persuasives qui font que le consommateur, bien sûr, il écourte l'ensemble de ces étapes et peut aller vers l'achat proprement dit. Donc toutes ces actions marketing, notamment publicitaires et de communication, font que donc, le besoin serait attisé rapidement et la réponse serait donnée d'une manière irrationnelle. D'accord? Mais bien sûr, parfois,
donc le rôle de cette communication commerciale de la part des entreprises s'inscrit également dans l'objectif informationnel de la clientèle, parce que aussi le consommateur, pour préparer son achat, il a besoin de s'informer sur les caractéristiques du produit et parfois même avoir une information sur une opportunité d'achat ou une opportunité d'affaires qui serait bien sûr avancée par l'entreprise, telle que la période des soldes par exemple et les promotions sur les produits qu'on peut remarquer éventuellement par moment sur des périodes données. Deuxième étape, donc une fois que ce problème de consommation est déclenché, on est mis sur la voie du processus de prise de décision. Donc le consommateur, puisqu'il doit donner une réponse à ce problème de consommation, il doit rechercher des informations, bien sûr, dans une logique rationnelle qui consiste à préparer l'achat avant de l'effectuer. Alors, par rapport à cette recherche d'informations, donc, on doit distinguer deux types de recherche. Il y a la procédure de recherche interne, recherche d'informations interne, et donc, si vous vous souvenez, ça vous rappelle dans ce qu'on avait discuté dans le processus de perception. Donc, lorsqu'on avait dit que chemin faisant dans la vie, on est toujours exposé à des milliers d'informations, et donc ces informations, donc, ils vont être bien sûr stockées dans la mémoire une fois qu'ils retiennent notre attention, et ces informations internes, c'est là où on va les mobiliser. Alors ici, le consommateur, il commence par explorer d'abord sa mémoire à long terme, donc à la recherche d'éléments de réponse aux problèmes rencontrés. Donc face à un problème donné, je veux acheter une voiture par exemple, donc je fais appel à ma mémoire. Est-ce que j'ai déjà des informations sur les marques de voitures, sur les caractéristiques de voitures, sur les marques qui sont très prisées sur le marché, dans mon voisinage et par rapport au groupe de référence auquel j'appartiens, bien sûr qu'il y a une communication interpersonnelle qui va se déclencher, et bien sûr tout ça va livrer un certain nombre d'informations, soit en rappelant ce qui existe déjà, soit en le remontant à un niveau supérieur de notre mémoire, soit en se reconstituant des informations par rapport à des caractéristiques données. Donc là, on est au stade de l'analyse des informations internes que nous avons déjà stockées et que nous stockons dans chaque instant, donc face à l'exposition d'informations qui proviennent des entreprises à travers leur communication publicitaire. Alors ici aussi, vous avez un schéma qui vous explique le processus de recherche interne de l'information. Donc face à une reconnaissance d'un besoin, bien sûr, exprimé, donc le consommateur va s'orienter vers la recherche interne dans un premier temps, mais regardez, donc à droite, vous avez les déterminants de la recherche interne, et entre autres, vous avez ce qu'on appelle l'information disponible dans un niveau de mémoire, et aussi vous avez une précision par rapport à ce qu'on appelle l'habileté cognitive du consommateur. Ça veut dire que même si des fois on a l'information chez nous, donc dans notre mémoire, on est incapable de l'utiliser pour l'achat. Donc ceci bien sûr pourrait être lié à la nature de l'individu, comme il pourrait être lié à ce qu'on avait appelé les traits de personnalité ou les big five, qui font que le consommateur parfois il est indécis. Même avec la disponibilité d'informations, il est incapable d'agir seul, ou il a toujours besoin d'être réconforté dans la prise de décision, parce que des fois la prise de décision pourrait être associée à un risque, notamment les risques financiers. Donc entre autres, vous avez par exemple la perte de la somme d'argent qui serait déboursée pour l'achat du produit, et plus bien sûr le prix augmente, plus le risque associé augmente. Et ça renvoie au concept qu'on avait expliqué, qui est l'implication du consommateur par rapport au produit donné. Plus on a un risque élevé associé au produit, plus l'implication augmente et plus la réticence par rapport à la prise de décision facile, donc il est mis en jeu. Alors, la recherche interne, bien sûr, par rapport au stock d'informations qu'on a, si elle est satisfaisante, bien sûr, là, la décision va être donnée effectivement et rapidement, mais
face à un produit de forte implication, donc la majorité des cas, ou dans la majorité des cas, on ne peut pas agir suite aux informations dont on dispose dans notre mémoire, ne serait-ce que pour se rafraîchir la mémoire en demandant encore plus d'informations sur des informations qui sont déjà consommées ou déjà utilisées ou déjà stockées dans notre mémoire. Donc juste pour récapituler par rapport à ce schéma, si l'information interne est suffisante pour la décision d'achat, donc on va passer à l'achat. Sinon, donc, si l'information disponible dans notre mémoire ne favorise pas l'achat, donc bien sûr on va passer à la recherche externe d'informations pour compléter les informations dont on dispose déjà. Donc bien sûr, les deux cas sont possibles en fonction aussi de la typologie des produits en question. S'il s'agit de produits routiniers, bien sûr, la décision se fait systématiquement et automatiquement. Donc vous voulez acheter du sel, de l'huile, du sucre, par exemple, tous les besoins de première nécessité que vous achetez chaque jour et tous les jours. Donc ici, la décision ne demande pas une recherche d'informations supplémentaire. Mais par rapport à certains produits qui sont achetés pour une première fois ou dont l'implication est élevée, comme j'ai dit, parce que le risque est élevé, parce que le prix est cher, parce que les conséquences de l'achat seront beaucoup plus dramatiques éventuellement si l'achat était mal fait. Donc là, on a besoin d'asseoir cette décision avec d'autres informations externes. Maintenant, s'agissant de la recherche d'informations externes, cette recherche peut se situer dans deux contextes différents. Alors, il y a ce qu'on appelle la recherche permanente, ça veut dire qu'on est toujours en recherche permanente d'informations et, bien sûr, là je renvoie aussi à la perception de toutes les informations qui sont diffusées dans le sens d'un consommateur individu dans sa vie pratique, dans sa vie quotidienne, donc face à toute information lancée par les entreprises à travers la création publicitaire et les moyens de communication commerciale et marketing. Vous avez un deuxième type de recherche d'informations externes qui est donc la recherche d'informations sachant que l'achat est très proche. D'accord ? Là, l'intensité de la recherche d'informations externes, il va augmenter. D'accord ? Donc, cette typologie de recherche menée à partir de la reconnaissance du besoin en vue d'un achat précis lorsque les informations internes ne sont pas suffisantes, mais aussi lorsque l'achat va se faire dans quelques jours ou dans quelques instants. Donc là, on va voir que il y a même un sentiment éprouvé par le consommateur qui peut être lié au stress par rapport à l'achat. Et donc, la nature de la recherche d'information, l'intensité de la recherche d'information et l'orientation de l'information va changer de cas. Donc, c'est pas comme le cas où nous sommes exposés à des informations sachant que l'achat ne sera pas produit dans les jours qui viennent ou dans le mois qui vient. Donc là, la recherche va prendre beaucoup plus d'importance parce que l'achat, il commence à être beaucoup plus proche. Alors ce processus, bien sûr, il va influencer cette caractéristique plutôt de la récence par rapport à l'achat, donc va influencer la recherche d'informations selon trois dimensions. La première dimension, comme j'avais cité, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la recherche d'informations. Et là, la recherche d'informations va dépendre des différences entre les consommateurs. D'accord ? Donc déjà l'intensité va augmenter parce qu'on est face à un achat qui va venir dans les prochains jours. Et donc la typologie aussi psychologique des consommateurs, il va influencer. Vous avez des consommateurs qu'on peut appeler de zen, on peut caractériser de zen, donc qui arrivent à faire l'équilibre entre la récence de l'achat et la recherche d'informations. Donc on commence à ce niveau-là à recevoir énormément d'informations dont le processus de sélection et bien sûr de catégorisation va nécessiter donc une certaine compétence de la part du consommateur, et donc il y a une différence entre
la manière avec laquelle chaque consommateur va traiter ces informations. Donc l'information devient intense en quantité et en qualité, et bien sûr, il y a un niveau d'expertise qui est demandé de la part du consommateur. Deuxième dimension qui va influencer la recherche externe d'informations, c'est ce qu'on appelle l'orientation de la recherche. Ça veut dire qu'ici, on est très pressé par rapport à le rapprochement du délai de la date de la prise de décision, et donc on va essayer d'orienter la recherche d'informations vers les personnes de confiance, vers les personnes expertes, vers les sources donc expertes qui sont bien sûr reconnues pour la disponibilité de l'information dont on recherche. Donc ça veut dire que là, la recherche d'information serait ciblée et orientée vers des personnes avec des caractéristiques données parce qu'on n'a plus de temps à perdre et le temps presse. Donc il s'agit de connaître les sources d'informations utilisées par le consommateur, notamment orienter cette information vers les caractéristiques ou les attributs qui seront retenus pour évaluer le produit. Et là, je fais référence à ce qu'on avait appelé et traité comme modèle multi-attributs, soit les modèles compensatoires ou les modèles non compensatoires. Troisième dimension de la recherche d'informations externe, c'est ce qu'on appelle aussi la séquence des étapes de la recherche. Ici, la relation entre la séquence suivie et la règle utilisée pour la formation des attitudes donc, va être mise en avant d'une manière beaucoup plus claire. C'est-à-dire, la recherche d'informations serait orientée et ciblée sur les attributs à considérer par rapport à chaque modèle, par exemple, qu'on avait utilisé pour la formation de l'attitude. Si vous prenez l'exemple du modèle conjonctif, là, c'est des seuils minimums par rapport à plusieurs attributs. Ça veut dire qu'il faudrait connaître tous les attributs et, bien sûr, déterminer le niveau d'exigence par rapport à chaque attribut parce qu'il est indispensable pour la prise de décision. Et, bien sûr, la règle utilisée, il serait valable pour l'ensemble des modèles éventuellement utilisés par rapport à chaque type de décision, à chaque type de produit et à chaque situation d'achat éventuelle. On va passer maintenant à ce qu'on appelle les facteurs influençant la recherche d'informations externes. Ici, on va commencer par ce qu'on appelle les caractéristiques du consommateur. Donc, la recherche d'informations, elle aussi, il dépend à un certain nombre de caractéristiques dont dispose le consommateur. Par exemple, la compétence du consommateur. Donc, par rapport à certaines situations, quand vous êtes un consommateur compétent par rapport à un domaine déterminé, la recherche d'information va diminuer. Ça veut dire, supposons que vous avez acheté un produit qui a un lien avec ce que vous faites dans votre travail, par rapport à votre spécialité. Donc, la connaissance est déjà acquise, donc le nombre d'informations ne serait pas très important, mais il serait beaucoup plus percutant et ciblé en profondeur par rapport au produit en question. Il y a également la familiarité avec le produit. Et donc, ici, je dois distinguer entre ce qu'on appelle la familiarité et l'expertise. La familiarité, c'est un nombre d'expériences, mais qui est faible avec le produit. Donc, le fait que vous achetez, par exemple, le produit, quelques fois. Mais l'expertise, c'est le maximum d'expérience que vous avez avec le produit. Donc, plus les expériences d'achat du produit se multiplient, plus la connaissance du produit, il augmente. Et c'est pourquoi on avait distingué entre ce qu'on avait appelé les attentes anticipées et les attentes exigées ou les attentes idéales. Et on avait dit que chaque expérience dans le processus d'apprentissage, chaque expérience est source d'information. Ça veut dire que l'apprentissage du consommateur se fait avec l'achat et éventuellement avec la consommation du produit. Et plus vous consommez un produit, plus vous apprenez des informations sur le produit et moins vous serez demandeur d'informations sur le produit. Ça veut dire que des fois, un achat ou une seule expérience avec le produit vous suffira pour répéter les achats plusieurs fois successifs. Donc ça pourrait aussi jouer par rapport à ce qu'on appelle la fidélité par rapport à l'enseigne ou par rapport au point de vente. Donc
familiarité augmente, moins la demande d'information serait, et plus l'expertise avec le produit augmente, plus on est moins demandeur d'informations sur le produit. Ensuite, vous avez l'attitude du consommateur à l'égard du produit. Donc, la position que vous avez prise par rapport à un produit donné. Donc là, cette attitude se conjugue à travers la perception des différences entre les marques. Donc, des fois, lorsqu'on remarque sur un marché donné par rapport à des offres données que les marques sont toutes les mêmes, donc l'information qu'on doit rechercher serait moindre. Donc, prenez par exemple le marché bancaire. Donc, le marché bancaire, c'est un marché qui est similaire. Ça veut dire toutes les banques, donc en fonction de ce qu'ils offrent, donc en termes de produits et de services, ils sont similaires. Donc on n'a pas besoin de trop chercher pour différencier les banques pour des besoins de bancarisation. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on paie à chaque banque sur la place, dans toutes les marques de banque, donc on paie pratiquement d'une manière annuelle la même chose, quelle que soit la banque à laquelle nous sommes affiliés ou nous sommes bancarisés. Donc la recherche sera plus intense si le consommateur associe un risque élevé à l'achat de produit. Donc moins de différence entre les marques nécessite plus d'informations recherchées, plus de risques associés avec le produit ou à l'achat du produit, plus d'informations seront recherchées. Et bien sûr, l'objectif pour le consommateur, c'est de faire estomper, de partager le risque lié à l'achat, parfois sur plusieurs informations recherchées qui permettent bien sûr au consommateur d'être rassuré par rapport à l'achat qu'il va donner. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les caractéristiques sociodémographiques de l'individu. Et là, la recherche d'informations décroît avec l'âge. C'est-à-dire plus on avance dans l'âge, plus on a d'informations et moins on est chercheur d'informations. Parfois même, on peut jouer le rôle de conseiller par rapport à certains produits et nous-mêmes serons les sources et les origines de ces informations vis-à-vis de l'entourage dans lequel nous sommes. Aussi, l'information décroît avec le niveau de revenu. Pourquoi ? Parce que ici, le fait de se tromper sur l'achat, il est moins ressenti par le consommateur. Je veux dire que quelqu'un qui a un revenu très élevé, il peut se permettre l'erreur. Par contre, quelqu'un qui n'a que le prix du produit, donc il n'a pas droit à l'erreur, et le fait qu'il donne une réponse à son besoin d'une manière non rationnelle, non réfléchie, non calculée à l'avance, et se tromper sur l'achat serait beaucoup plus ressenti par ce dernier. Donc, vous avez également les caractéristiques qui sont liées à l'environnement ou de l'environnement. Par exemple, le produit acheté. Le degré de différence entre les marques, ou la complexité du produit, ou le risque associé à l'achat pourront être des informations par rapport à ce qu'on veut acheter. Donc le produit acheté, donc une fois qu'il est de nature complexe, donc ça va nécessiter automatiquement et systématiquement le fait de s'informer plus, voire donc, orienter l'information vers des sources qui sont beaucoup plus pertinentes en termes d'informations données, et aussi par rapport à des gens qui sont expérimentés ou qui ont déjà exploité le produit. Donc là aussi, lorsque le prix augmente, la technicité du produit augmente, le nombre d'informations recherchées serait élevé en termes de quantité et discuté en termes de profondeur et de nature d'informations recherchées. La structure de l'appareil commercial, donc ici, plus par exemple le nombre de distributeurs est élevé, plus on a besoin d'informations. Supposons que sur la place dans laquelle vous êtes, donc ça veut dire ce qu'on appelle l'aire géographique dans lequel vous allez faire votre achat, ce qu'on appelle la zone de chalandise. Si vous avez plus de magasins, donc vous êtes supposé savoir qu'est-ce qui est offert par tous les magasins. Et donc le fait de pouvoir comparer tous les magasins sur la place, il va falloir avoir plus d'informations sur l'ensemble des magasins. Et donc
ceci va faire que le nombre d'informations que vous allez chercher serait élevé pour asseoir et orienter votre décision vers le magasin qui propose ce qui est congruent avec votre besoin de départ. La stratégie de prix qui va nous livrer ce qu'on appelle la comparaison systématique par les clients avant chaque achat. Et d'ailleurs, ceci est fait même par rapport aux magasins. Regardez par exemple les magasins, on est l'été maintenant, il y a par rapport à la vente de climatiseurs, ce qu'on appelle la revue des prix chaque matin. Ça veut dire que vous avez un commercial qui fait dans cette tâche ce qu'on appelle la revue des prix pour voir est-ce qu'il y a un autre magasin qui a baissé ou qui a fait une promotion. Et c'est pourquoi vous voyez rapidement l'alignement de l'ensemble des points de vente ou des magasins sur le prix éventuellement réduit ou la promotion éventuellement lancée par un magasin. Donc tout ceci va engendrer une orientation de la recherche d'information, une intensité dans l'information recherchée et ainsi de suite. Nous voyons maintenant ce qu'on appelle les facteurs situationnels. Et là, je vais parler d'un certain nombre de caractéristiques qui sont liées à la situation d'achat et qui peuvent faire que la recherche d'information serait augmentée ou affaiblie. Donc, prenons par exemple le temps disponible pour l'achat. Plus vous avez de temps, plus vous allez rechercher d'informations. Moins vous avez de temps, plus l'information ne serait pas déterminante par rapport à l'achat. Regardez, par exemple, quand vous finissez votre travail à 18h du soir, et vous n'avez qu'une heure pour faire vos achats, pour rentrer à la maison vers 19h, 20h. Donc 2 heures pour faire ses courses, donc c'est très très serré, et donc là vous allez prendre tout ce qui vous vient sous la main, et la recherche d'information ne serait pas bien étudiée. Vous avez également le moment de l'achat, donc avec qui vous êtes dans l'enceinte de l'achat, dans la grande surface, dans le magasin. Donc en fonction de votre accompagnement, vous serez donc amené à utiliser moins d'informations ou s'orienter vers des informations pour la décision d'achat que vous allez donner. L'état d'esprit lors de l'achat. Par exemple, vous êtes très très fatigué après une longue journée de travail, et donc là, cette fatigue-là va influencer la recherche d'informations qui va préparer l'achat. Il se peut que votre achat ne serait même plus un achat rationnel, mais vous tombez facilement dans l'achat irrationnel, impulsif, non préparé, donc du fait de la fatigue que vous éprouvez. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de 2 étapes de ce processus de prise de décision du consommateur, à savoir la reconnaissance du problème, c'est-à-dire le fait que notre besoin atteint un seuil avec lequel on ne peut plus retarder l'achat, et on a vu les facteurs qui peuvent déclencher ce problème de consommation. Ensuite, on a vu que face à ce problème de consommation, comment on peut préparer les informations qui seront disponibles pour nous livrer l'attitude par rapport à un certain nombre d'attitudes d'attributs qu'on va mobiliser pour la décision d'achat. C'est-à-dire, on va partir de plusieurs informations pour arriver à des critères de choix ou des attributs de choix, afin de passer à la 3e étape qui serait bien sûr l'étape d'évaluation des alternatives. Et là, bien sûr, c'est la comparaison entre les différentes offres qui sont proposées par les entreprises aux consommateurs sur le lieu d'achat qui est bien sûr le marché, sur un point de vente, un magasin ou une grande surface. Merci.